campagne de la sensibilisation des enfants de la rue, une thématique avec nous sur ce plateau pour en débattre. Azaël Kimfuta, qui est étudiante à Versailles, sciences dans le département des droits et politiques, bienvenue. Merci. Voilà, de l'autre côté, Liora Amselem, vous êtes aussi étudiante, Sciences Po Paris, bienvenue. Merci. Voilà, dans votre travail, vous vous êtes beaucoup plus intéressé aux enfants de la rue, et précisément les enfants de la rue de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement la RDC vous intéresse plus, Liora Amselem? Alors, c'est un projet qui a débuté en France, où on a décidé de participer à un concours de plaidoirie pour les lycéens en faveur des droits de l'homme, organisé par le Mémorial de Caen. On a choisi ce sujet parce qu'il est très peu médiatisé, très méconnu en Europe, et on voulait en parler parce qu'il faut que cette situation cesse, et cette situation est en constante augmentation, notamment ici à Kinshasa. Voilà, ici à Kinshasa, Kimfuta, vous êtes né ici à Kinshasa et Exactement. vous êtes allé continuer vos études en France, Oui. Précisément à Versailles. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus intrigué pour qu'aujourd'hui vous portiez ces sujets-là des enfants de la rue? En fait, c'est grâce au témoignage de Rachel Mwanza. J'ai découvert cette jeune fille grâce à une conférence. Elle a fait une vidéo sur YouTube. Et ma tante, j'ai une de mes tantes qui me l'a envoyée. Donc j'ai regardé la vidéo, j'étais très émue. Et j'ai demandé à la suite de lire son livre qui s'appelle « Survivre pour voir ce jour ». Et c'est grâce au livre, en fait, j'ai commencé à écrire un petit commentaire du livre. Voilà, Rachel Mwanza. Rachel Mwanza, exactement. Survivre. Avec la réalisation, si elle est prête. Exact. Voilà, Rachel Mwanza. Voilà. Survivre pour voir ce jour. Donc j'ai lu le livre et à la suite de ça, je me suis dit il faut que j'écrive un texte dessus, un commentaire. Donc j'ai commencé à écrire un commentaire dessus, à réexpliquer un peu ce qu'elle a vécu. Et après ça, Liora et moi, nous étions au même lycée, lycée Hoche à Versailles. Et elle m'a parlé du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Et donc elle voulait le faire avec moi. Et j'avais le sujet, je lui ai parlé des enfants de la rue, les enfants des sorciers, entre guillemets. Et je lui ai envoyé le texte que j'avais commencé. Et ensemble, on l'a peaufiné et on l'a fini pour le concours. Ok. Vous reconnaissez au moins qu'il y a la sorcellerie en Afrique et que ces enfants sont vraiment rejetés parce qu'ils sont sorciers? Ce sont pour la plupart des enfants qui sont dans les rues aujourd'hui, ce sont des fausses accusations. C'est-à-dire que les parents sont victimes de la misère, la pauvreté, et il faut bien trouver, je dirais, la source de tous ces malheurs-là, et les enfants sont vulnérables. Donc un enfant qui fait pipi au lit, un enfant qui parle la nuit, ou des fois un enfant qui a un handicap, parfois même des enfants orphelins, sont accusés d'être la source de tous les maux de leur famille. Et donc c'est pour ça que nous on a voulu porter la voix de ces enfants-là, parce que, entre autres, ils sont innocents et ils sont victimes des séances d'exorcisme, des séances de torture, de l'eau pimentée, de l'eau salée. Donc on a vraiment voulu porter la voix de ces enfants-là. Quelqu'un nous a dit hier, nous sommes la voix des sans-voix. Donc avec nous, toutes les deux, on veut porter la voix de ces milliers d'enfants. À Kinshasa, on a entre 20 et 25 000 chégués. C'est beaucoup d'enfants qui souffrent, beaucoup d'enfants qui veulent eux aussi survivre pour voir ce jour. Parce que Rachel, quand elle dit survivre pour voir ce jour, c'est le jour où elle ira à l'école. Et la plupart de ces enfants-là veulent aujourd'hui un toit et aller à l'école. Donc voilà. Voilà. Et ces enfants, tels que vous les avez recensés ici, chez nous en République démocratique du Congo, et précisément ici à Kinshasa, par rapport à vos études que vous aviez faites, que ce soit en France ou ici au Congo, quelles sont les actions concrètes? Alors, les premières actions concrètes qu'on a menées, ça a été déjà de prendre la parole, qui est une première action. La première action, j'ai envie de dire à tout le monde, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, dans vos communautés, pour que cette situation soit reconnue et qu'on arrête de fermer les yeux. Donc c'est vraiment une approche de sensibilisation autour de conférences, même de juste parler entre nous. Et après, il y a des actions à mener sur le terrain pour venir en aide réellement à ces enfants qui ont besoin d'aide. Et c'est le projet d'Azaël qu'elle a mis en place cet été. Cet été, en fait, on a un projet qui s'appelle Naza Mwana. Je suis un enfant, parce qu'avant d'être chégué ou quoi que ce soit, ce sont d'abord des enfants. Et ce projet, on l'a créé, en fait, c'est un projet qui se divise en deux parties.
on a une première partie sensibilisation. Notre but, c'est que les gens, comme elle disait tout à l'heure, arrêtent de fermer les yeux. On croise des Chegués partout aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Nous sommes indifférents, ça nous dit rien, ça devient entre guillemets normal. Et donc on veut sensibiliser les gens, les populations, les familles, les parents, l'État, que ce sont nos enfants, nos potentiels cadres, nos potentiels premiers ministres, présidents de la République qui sont aujourd'hui dans les rues. Donc une première partie sensibilisation, donc sensibiliser les familles. On a fait une conférence à l'Université protestante au Congo lundi dernier, si je ne me trompe pas. On est en train d'organiser aussi une sensibilisation dans les rues, dans la ville de Bumbu la semaine prochaine. Et nous sommes aussi en train d'aider un centre qui accueille plus de 600 enfants, Mama Coco, à Kimbondo, qui a réellement besoin d'aide. Ils sont aussi victimes des problèmes d'érosion, des pénuries parfois alimentaires. Donc nous sommes en train d'aider ce centre-là. Donc c'est vraiment deux parties. Une sensibilisation de l'État notamment, pour que l'État puisse créer des centres pour ces enfants-là. Malheureusement, ils sont dans les rues, donc il faut bien les mettre quelque part. Il faut qu'ils soient scolarisés. Pour que l'État aussi puisse aider les centres qui existent déjà, comme celui de Mama Coco. Et une deuxième partie, vraiment action sur le terrain, avec le centre Mama Coco, la marche, la manifestation qu'on va essayer de faire à Bumbu pour sensibiliser vraiment les gens. Et donc voilà. Voilà. Et c'est bien beau de pouvoir sensibiliser, mais jusque-là, le moyen, vous êtes encore étudiante. Oui, les moyens, comment vous parvenez à réunir ces moyens pour lancer cette campagne de sensibilisation? Alors au départ, on a postulé à la fac d'Azaël qui propose en fait des prix pour les étudiants, des prix jeunes talents qui apportent une aide financière pour des projets. Et on a donc candidaté et elle a gagné le prix Jeunes Talents côté solidarité et ça nous a permis d'avoir une petite base de fonds pour pouvoir commencer notre action. Et ensuite, on fait tout ça toutes les deux bénévolement. Les gens qui nous entourent sont bénévoles aussi. Et donc c'est comme ça qu'on essaye d'avancer petit à petit. Mais il est vrai qu'on fait des appels à l'État, on fait des appels aux dons, etc. Parce que pour changer tout ça, on a besoin de moyens financiers. Exactement. Et là, pour l'instant, c'est plutôt des contacts aussi que nous avons, grâce à mon père, parce que le projet a été aussi créé avec mon père, Simon Kimfuta. Et c'est grâce à lui, ces contacts, en fait, on essaye de toucher au plus grand nombre. En fait, on essaie de sensibiliser la population, la société civile et aussi l'État. Et donc, c'est grâce à ces contacts, on essaye vraiment d'aller de l'avant, mais comme vous l'avez souligné, ça demande des moyens financiers. Et nous sommes étudiantes et notre but, c'est d'amener une petite pierre, d'alerter pour que l'État puisse prendre en charge cette situation. Parce qu'à nous toutes les deux, concrètement, on ne saura pas faire grand-chose, mais on commence à notre échelle pour que, voilà, au fur et à mesure qu'on avance, que l'État prenne en charge, que l'État prenne ses responsabilités. Voilà, si la réalisation est prête, il y a un concours de plaidoirie. Oui. Voilà. Alors, on pourra certainement nous balancer quelques minutes seulement. Oui. Et puis, on va devoir revenir pour pouvoir en parler parce que c'est vraiment très important, le concours. Voilà, réalisation. Alors, mesdemoiselles, votre plaidoirie s'intitule « Aléa Jacques Taès ». Et je pense que ça va faire plaisir à un membre du jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert ces plaidoiries ? Alors, bonjour à tous, premièrement. On a découvert le concours de plaidoirie grâce au magazine Phosphore, il y a déjà plusieurs années, et on a décidé toutes les deux d'y participer cette année. Eh bien, écoutez, on vous laisse la scène. Merci. Moi, c'est Rachel. Rachel Mwanza. J'ai passé une enfance agréable et aisée auprès de ma famille, en République démocratique du Congo. Mais à mes 7 ans, un drame se produit. Mon père perd son travail à l'AG Camille. Ma mère, mes frères et moi sommes obligés de déménager à Kinshasa, chez grand-mère. Peu après, maman décide de partir en Angola pour chercher de l'argent, car la situation financière de la famille s'est dégradée. Elle n'est jamais revenue. Après son départ, un faux prophète fait croire à ma grand-mère que je suis la source de tous les maux de ma famille et décrète que je suis une doki, une sorcière en lingala. Ma grand-mère me met alors à la porte et je deviens une Chegué, une enfant de la rue. Cette histoire
Rachel Mwanza la raconte dans son livre « Survivre pour voir ce jour ». Exaucé, 13 ans, témoigne à l'OCPR de Matete, un des rares centres associatifs parrainant les enfants de la rue. J'étais partie à Brazzaville avec mon père. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa, ma grand-mère était morte. Nous sommes allés à l'église de mon grand-père pour le deuil. Là, le pasteur m'a désignée. Il a dit que j'avais mangé ma grand-mère. Ils m'ont gardée enfermée à l'église, avec des cordes aux pieds et aux mains. Je ne voyais pas dehors. On faisait le jeûne pendant 3 jours. Méthode courante qui a pour objectif d'affamer le sorcier qui est en eux. Puis, je prenais la purge, 1 litre d'huile de palme à avaler. Afin que l'enfant vomisse la chair humaine qu'il a ingérée. C'est par elle qu'il lui a été transmis la sorcellerie. On nous mettait dans les yeux une eau qui nous faisait pleurer. De l'eau salée, mélangée à des herbes et à du piment. J'ai dit que je n'étais pas sorcier, que je ne comprenais rien de tout cela. Mais on voulait que je fasse la délivrance. On me versait la bougie fondue sur les pieds et le front. J'ai fui pour retrouver ma famille. Ils m'ont battue pour que j'avoue. J'ai fui dans la rue. La vie est dure ici dans la rue. Rapporte Emmanuel, un orphelin de 14 ans, à Human Rights Watch. Nous sommes tout le temps harcelés par les militaires. Ils viennent la nuit, n'importe quand après 22 heures. Ils nous frappent ou nous donnent des coups de pied. Ils réclament régulièrement de l'argent ou des objets qu'ils peuvent vendre, comme des téléphones portables. Seuls, ceux qui s'enfuient et ne sont pas rattrapés sont hors de danger. Si nous avons travaillé toute la journée pour 20 centimes de dollars, ils peuvent même nous prendre ça. Comme Rachel, Exaucé et Emmanuel, entre 120 et 150 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues en 2015, d'après l'UNICEF. Ils sont des milliers d'enfants en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, où ils sont considérés comme des sorciers. Et c'est au nom de ces enfants sorciers que nous souhaitons nous adresser à vous aujourd'hui. Malheureusement, leur nombre est difficile à estimer, mais il serait plus de 13 000, seulement à Kinshasa, en RDC. 13 000 enfants, 13 000 vies, 13 000 accusés de sorcellerie et subissant des séances d'exorcisme. 13 000 appelés des coupables après d'atroces souffrances. 13 000 innocents se retrouvant dans la rue à devoir subvenir à leurs propres besoins, souvent par le biais de la violence et de la prostitution. Mais commençons d'abord, mesdames et messieurs, par définir le terme clé que nous employons dans cette plaidoirie. Selon le Larousse, la sorcellerie est une pratique magique ayant un effet néfaste sur un être humain, un animal ou une plante. Et selon la culture congolaise, pipioli, ventre ballonné ou handicap sont la preuve que l'enfant est un sorcier. Mais d'où viennent ces accusations? Les facteurs sont multiples, économiques, politiques et sociaux. Tout d'abord, l'appauvrissement général ne permet pas aux populations de pourvoir à leurs besoins. Les parents, étant mal rémunérés, ne peuvent ni payer la scolarité de leurs enfants, ni les nourrir convenablement. À cela s'ajoute le contexte politico-militaire, la guerre, qui a contribué à augmenter le nombre d'enfants orphelins. Hébergés chez un membre de leur famille ou faisant désormais partie d'une famille recomposée, ils sont souvent déscolarisés, à l'inverse de leurs demi-frères et sœurs, et sont soumis quotidiennement à la maltraitance et la non-assistance en cas de maladie. Ceci viole l'article 13 du journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi que les articles 3, 24 et 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant que le pays a signé. Les parents ou l'entourage, cherchant dans ces conditions de vie difficiles un bouc émissaire, pensent trouver dans ces enfants la source de leur misère. Cette culture des enfants sorciers s'est enracinée au Congo dans les années 90, avec l'apparition de nouvelles églises, dirigées par des faux prophètes et pasteurs. Agissant sous couvert de lutte contre le mal, ils associent la sorcellerie au diable, disent voir un esprit maléfique dans le corps de l'enfant. Et celui-ci est à l'origine de tous les malheurs de la famille. D'après la loi numéro 09/001 de 2009, article 160 du journal officiel, en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni d'1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais.
Pourtant, cette loi n'est pas appliquée. La population congolaise, étant ignorante et surtout sensible aux superstitions, se laisse aveugler. Les enfants, soi-disant coupables de la pauvreté, de la mort d'un membre de la famille, sont déposés dans ces églises pendant une durée de 10 à 20 jours. Et ils sont contraints de jeûner et de suivre des séances d'exorcisme. L'enfant sorcier contiendrait la substance sorcière dans son abdomen. Alors parfois, le médecin praticien ou le faux prophète ampute avec un couteau non stérilisé un petit morceau de l'intestin de l'enfant, symbolisant la sorcellerie. Chaque église a sa méthode de torture. Et pour une séance d'exorcisme, il faut entre 5 000 et 50 000 francs congolais, soit entre 5 et 50 euros. Ces faux prophètes se construisent une fortune avec l'innocence d'enfants dont la vie sera stigmatisée. Sachant qu'un sommeil agité, un ventre ballonné ou encore la pauvreté familiale ne se résout pas avec un liquide ni de la torture, les enfants sont abandonnés par leur entourage et se retrouvent dans les rues. Ils devraient là être pris en charge par l'État, comme le stipulent les articles 62 et 63 du journal officiel. L'enfant accusé de sorcellerie bénéficiant, je cite, d'une protection spéciale. Cependant, arrivés à la rue, la plupart des enfants y restent et la violence est partout. Les enfants ne vivent plus, mais ils survivent en travaillant. Les filles se prostituent dès 6 ou 7 ans. Et si le préservatif n'est pas utilisé lors du rapport, elles sont payées plus. Mais le montant n'excède jamais les 2,30 €. Ces enfants vivent dans l'ignorance la plus complète de la part de la société africaine et mondiale. Pourtant, chaque enfant du monde possède des droits fondamentaux. D'après l'article 19, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux, ou de toute autre personne à qui il est confié. Ces conditions de vie inhumaines doivent alerter la population mondiale. Si Rachel Mwanza, aujourd'hui actrice et auteure, a survécu à l'enfer de rue, beaucoup d'enfants périssent chaque jour. Les solutions existent. À court terme, il est essentiel que l'État crée une unité de recherche constituée d'anciens enfants des rues formés, ainsi que des dispensaires spécialisés et des maisons d'enfants pour accueillir les enfants considérés comme sorciers. À plus long terme, la solution est l'éducation. Comme le recommande l'UNICEF, le dialogue entre communautés, autorités locales, praticiens et chefs d'église doit naître en insistant sur les droits de l'enfant. Pour que ce droit soit appliqué, la sensibilisation des magistrats semble aussi nécessaire, ainsi que la réglementation des activités des églises concernées et des licences dispensées aux médecins praticiens. Changer la situation actuelle, c'est prouver que le sort n'est pas jeté. Nous vous remercions. Voilà, vous aviez suivi la plaidoirie, voilà, et c'était dans quel esprit que vous aviez mené cette plaidoirie? Wow, c'était vraiment, comment je pourrais dire ça, c'était l'opportunité que nous avons trouvée pour pouvoir défendre les milliers d'enfants qui ne peuvent pas parler de leur situation, pour certains. Rachel Mwanza, comme je disais tout à l'heure, a eu l'opportunité de pouvoir partager son témoignage, et il y a de nombreux enfants qui ne peuvent pas. Et donc pour nous, c'était vraiment une responsabilité. Moi, j'aime bien dire, c'est les enfants qui sont dans les rues ont parfois l'âge de mes petites sœurs. Donc je me voyais comme une sorte de yaya, comme une sorte de grande sœur, devant cette scène, à porter la voix de tous ces milliers d'enfants pour dire qu'ils sont là et ils ont besoin d'aide. Donc c'était vraiment dans cet esprit-là, et je pense que Dura... Oui, c'était exactement pareil pour moi. Et c'est vraiment ce qui nous a amenés au devant de la scène, parce que c'était un grand stress aussi pour nous. Exact. C'était une première, on était devant 3000 personnes. On s'y attendait combien? pas. 3000 personnes 3000 personnes, ouais. Et on a vraiment écrit cette plaidoirie avec nos cœurs, en fait, et avec l'espoir que la situation change pour ces enfants. Est-ce que
vous avez des assurances que votre plaidoirie ou ce que vous êtes en train de faire, ça sera entendu? Nous l'espérons. Nous avons foi. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chrétienne. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en ce que nous sommes en train de faire parce que ça reste une bonne action. Et nous espérons de tout cœur que notre voix sera entendue. C'est pour ça qu'on mène toutes ces actions-là. J'aime bien dire que toutes les actions sont des petites pièces de puzzle. Même si aujourd'hui, on ne voit pas le changement tout de suite, peut-être que ça sera nos enfants, peut-être que ça sera la génération après nous qui va continuer ça. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui commencent. Et je suis consciente que nous ne sommes pas les premières à en parler, mais justement, nous sommes à la suite de ceux qui ont déjà commencé quelque part. Et petit à petit, nous allons vers le changement et nous espérons vraiment qu'on va y arriver. Et vous, en tant que aussi étudiante, est-ce que vous aviez aussi fait tout pour savoir les causes de ces enfants qui sont dans la rue? Oui, on a fait beaucoup de recherches et c'est aussi le but de ma venue à Kinshasa. J'ai pas grandi au Congo, je suis française et c'était pour moi l'occasion de voir la réalité en face, de me rendre compte de la situation sur le terrain, au-delà des documentaires, des témoignages, des rapports écrits par l'UNICEF notamment. Le but était vraiment de constater ce qu'il se passe et en fait rentrer en profondeur dans la situation pour avoir les idées, pour pouvoir avoir l'opportunité de changer quelque chose. Il y a vraiment le besoin de rentrer dans la situation même pour la comprendre. Exact. Et les causes vous ont certainement convaincu, les causes des enfants qui sont dans la rue. Alors, est-ce que ces causes-là sont fondées? Alors, il y a plusieurs causes. Il y a d'abord des causes, je dirais, économiques. Aujourd'hui, nous savons tous que l'école est payante, le Minerval. La plupart des parents n'ont pas les moyens de payer la scolarité de leurs enfants. Il y a les causes, dans les causes économiques, il y a aussi tout ce qui est chômage. Les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Donc, la plupart des enfants se retrouvent dans la rue pour des causes économiques. Il y a des causes militaires aussi, si tu veux en parler. Tout ce qui est guerre. Oui, tout ce qui est conflits et troubles qui ont agité le Congo à plusieurs reprises pendant les dernières décennies. Le fait aussi que ça a potentiellement déstructuré les liens familiaux, que maintenant certains enfants sont plus riches que leurs parents et ça crée des tensions dans les familles. Il y a tout ce qui est situation sociale aussi, avec des enfants qui deviennent orphelins, qui sont éduqués par leur tante, leur belle-mère, etc., qui n'ont pas forcément envie d'avoir une bouche en plus à nourrir chez eux. Et dans le cas, je vais juste donner un exemple, Liora est arrivée au Congo le 31 juillet, donc on est allé la chercher à l'aéroport, donc avec mon père, on s'est dit on va manger quelque chose, le temps de l'attendre, et on a fini de manger, je pense que tout le monde connaît le liboké et le kwanga, et donc on a fini de manger, il y a une petite fille qui arrive vers moi, qui me demande du kwanga. Yaya pesanga kwanga, yaya pesanga kwanga. Je lui dis mais si on a pesé au kwanga, au liang on a ni. Oh non, ok, quand on a le côté bilo, on a nzela, on a l'élan kwanga. Je la regarde et je lui demande est-ce que tu as faim? Et la fille me dit oui, j'ai faim. Et donc on va dans une petite boutique, donc je lui achète des gâteaux et un peu de jus pour qu'elle puisse au moins manger. Et là je le regarde dans les yeux, je lui dis Olia. Olia et tout, avec mon frère, il y a mon frère derrière. Donc elle monte son frère, donc je prends les deux enfants, ils se posent, on ouvre le jus et ils mangent. Et donc avant de partir, je devais acheter une bouteille d'eau, j'achète une bouteille d'eau et je reprends encore des petits gâteaux et je leur donne. Mais en prenant des gâteaux, je demande à la vendeuse, mais maman, et là la maman m'explique que les parents des enfants sont séparés, le papa est allé à Boma, si je ne me trompe pas, la maman à Lufu, et ils sont restés chez leur tante. Leur tante a des enfants et son cadet est tombé malade. Et la tante a accusé les deux petits, qui s'appellent Merdi et Jemima, ils doivent avoir entre 5 et 7 ans, d'être la source de la maladie de son fils. Et donc aujourd'hui, les enfants ont été dans des soi-disant églises, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises au Congo qui sont plus ou moins vraies, il y a des bonnes et des mauvaises églises, et donc ces enfants-là ont été dans des églises dans lesquelles ils ont été torturés, et aujourd'hui, ils habitent dans les rues. Donc c'est vraiment un cas, cet exemple-là, quand j'ai vu ces enfants-là, je me suis dit, il y en a des milliers comme ça, et ça encore, comment je veux dire, j'ai mis du concret dans ce qu'on a défendu au camp. Parce qu'à Caen, on a eu des témoignages des enfants sur Internet, rapports de l'UNICEF, mais là, c'était du vécu, en fait. Et donc, c'est vraiment pour toutes ces choses, toutes ces raisons que nous voulons défendre tous ces enfants et nous voulons alerter l'État pour faire quelque chose pour eux. Voilà, vous voulez alerter l'État congolais pour que l'État congolais puisse certainement entendre votre plaidoirie.
Notre appel, notamment, par rapport aux enfants. Il s'agit de nos enfants. Ce sont des enfants congolais avant tout. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir de ce pays. Et j'alerte aussi les jeunes, comme nous. Ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs, ce sont les enfants Banamboka. Donc, parlons. Commençons par la parole. Ce sont des petites actions qui amènent à des grandes actions. Je donne un exemple. À Mamako, qu'on a rencontré un jeune qui s'appelle Exaucé, qui est formidable. C'est un jeune étudiant à l'UPC qui est en train de se battre pour tous ces jeunes à Mamakoko. On a retrouvé d'autres jeunes comme ça à Mamakoko qui prennent soin des enfants qui sont là et eux-mêmes qui veulent aussi agir petit à petit. Et je pense que la jeunesse peut faire quelque chose pour tous ces enfants dans les rues. Parce que nous, on a eu l'opportunité d'aller à l'école, on a eu l'opportunité d'avoir des parents qui ne nous ont pas mis à la porte lorsqu'on a fait pipi au lit, par exemple. Mais pour la plupart, pour ceux qui sont dans les rues, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc c'est à nous, pour moi c'est un devoir, comme une sorte de devoir, pour pouvoir aider tous nos frères et sœurs. Et si je peux ajouter quelque chose, juste pour le souligner, par exemple par rapport à Exaucé, c'est un enfant aussi qui a été élevé à Mamakoko et qui est aujourd'hui étudiant et qui est quelqu'un de brillant et de volontaire pour les autres. Et c'est la preuve qu'on peut s'en sortir et que c'est possible et que ces enfants ne vont pas forcément être des Kuluna, que ces enfants peuvent s'en sortir aussi et peuvent bâtir le futur de ce pays. Merci beaucoup Azaël Kimfuta de votre passage. Merci aussi Liora Amselem. Voilà. Merci fidèles téléspectateurs. On a abordé cette thématique des enfants de la rue. Quelle situation. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 et à très bientôt.